Je suis le seul qui reste. Nous étions 15, 14, il n'y a plus. La plupart des volontaires de l'OTAN avaient une expérience de combat dans des endroits comme l'Afghanistan ou l'Irak, mais cela ne vous prépare pas à l'Ukraine. Cette année, j'ai eu l'impression que nous étions les talibans ici. L'ennemi a tout. Nous avons très peu. Les choses là sont plus équilibrées maintenant, mais quand même, ce n'est rien de comparable. Après la Seconde Guerre mondiale, des générations entières de soldats de l'OTAN se sont entraînés pour une guerre potentielle contre la Russie en Europe. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, ce jour est arrivé. Mais voici le paradoxe, ils ne se battent pas dans leur propre ville, ils sont en Ukraine, un pays qui mène cette guerre depuis 11 ans. Et la grande question est, les soldats les plus expérimentés du monde étaient-ils vraiment prêts pour cela? Aujourd'hui, des volontaires de l'OTAN racontent la vérité brutale sur les combats contre les Russes. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, elle a prouvé une chose, les frontières d'un pays européen souverain ne signifient rien pour elle, et les volontaires étrangers le comprennent parfaitement. La Pologne sera la prochaine, ou quelqu'un d'autre. Au final, les Russes viendront nous chercher tous. Ils viendront partout, et ce sera la fin. À moins que l'Europe ne se réveille. Que pouvons-nous faire? Nous combattons. Regardez-nous, nous avons tout. Une vraie expérience, de vrais combats. L'armée polonaise n'a pas cela. Mettez j'aime pour soutenir cette chaîne. Cela nous aide à nous développer et à vous apporter plus d'histoire du front. Selon l'Institute for the Study of War, basé aux États-Unis, 67% des Russes soutiennent toujours la guerre en Ukraine. Alors, même si Poutine partait, est-ce que quelque chose changerait vraiment? On ne peut pas faire confiance aux Russes. Même si Poutine disparaît, ils doivent changer toute leur mentalité. En ce moment, ils sont comme des zombies. Et le pire, c'est qu'en avançant, ils ne se contentent pas de combattre des soldats. Ils détruisent des villages et des villes entières, uniquement pour hisser leur drapeau sur des ruines. Ils tuent des innocents, ils attaquent des villages, pas des cibles militaires, juste des villages, comme vous l'avez vu vous-même. Alors oui, ils doivent être rayés de cette terre. Les propagandistes russes adorent dire que la Russie veut la paix, pas la guerre, et que c'est pourquoi le monde devrait entamer des négociations selon leurs conditions. Mais il est difficile de les croire quand on a vu les ruines d'Avdivka, de Bakhmut ou de Mariupol. Pouvez-vous vraiment faire confiance à quelqu'un qui est venu pour tuer? Ce soldat a appris à la dure que les promesses russes ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. La Russie a promis des cessez-le-feu et des couloirs humanitaires plus d'une fois. Et à chaque fois, ils s'en sont servis pour tuer des soldats ukrainiens. Personnellement, je ne crois pas à un seul mot qui sort de la Russie. La plupart des volontaires de l'OTAN arrivent en Ukraine avec une formation solide et une réelle expérience du combat. Ils ne sont pas là pour l'argent, mais pour arrêter les Russes avant que la guerre de Poutine n'atteigne leur propre pays. J'étais déjà allé en Afghanistan 2 fois. Alors je me suis demandé, qui suis-je pour rester assis chez moi pendant que l'Ukraine défend toute l'Europe ici? Mieux vaut se battre ici et maintenant que plus tard chez soi. Les compétences de ce soldat importent plus que jamais. L'invasion russe a laissé plus de 144 000 km² de terre contaminée par des explosifs. Imaginez des enfants ou leurs parents marchant accidentellement sur une mine. C'est ce qu'il est là pour empêcher. J'étais dans le NEDEX, la neutralisation des explosifs et des munitions. En gros, un sapeur. J'ai fait ça en 2010 et 2012. 2 missions, 6 mois chacune. Abonnez-vous à la chaîne pour en apprendre davantage sur la guerre moderne, la technologie occidentale et des histoires brutes directement du front. Certains volontaires sont jeunes, vraiment très jeunes. Ils viennent apprendre à se battre pour que si un jour la guerre arrive dans leur pays, ils soient prêts à se lever et à le défendre. J'ai commencé à penser à venir en Ukraine quand j'avais 17 ans. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. J'ai eu 18 ans et 4 jours plus tard, j'étais dans un bus pour l'Ukraine. Et me voilà. Pour empêcher de nouveaux volontaires de l'OTAN de rejoindre l'Ukraine, la Russie a lancé une campagne d'information massive, truffée de mensonges. Elle diffuse de fausses histoires sur le manque d'entraînement, la corruption et le manque d'équipement au sein de l'armée ukrainienne. Et parfois, même les familles des volontaires y croient. Mes parents croyaient qu'une fois l'entraînement terminé, on m'envoie au front avec juste un AK et 10 balles. Mais ils n'ont jamais vu le genre d'entraînement que nous suivons réellement. Servir dans l'armée ukrainienne ne consiste pas seulement à apprendre un nouveau métier, c'est aussi acquérir une véritable expérience de combat dans la guerre moderne. Certes, les armées de l'OTAN ont aussi des opérateurs de drones, mais combien de fantassins ordinaires peuvent piloter un drone FPV ou de reconnaissance? En Ukraine, chaque brigade a ses propres ailes dans le ciel, et il existe même des régiments de drones à part entière. Je peux aussi piloter des FPV.
Pendant la formation, je me suis entraîné sur les deux types. Mais personnellement, je préfère les Mavic. Ils sont plus précis. Les drones kamikazes sont bien aussi, mais à chaque fois que vous en utilisez un, vous avez besoin d'un drone flambant neuf. Un autre opérateur de drone partage son expérience. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'être un génie de la technologie pour réussir. Tout ce qu'il faut, c'est de l'entraînement, de la persévérance et une chance de l'appliquer en situation de combat réel. Et en Ukraine, cette chance viendra certainement. The drone training's normal. La formation au drone était solide. Je pilote des drones sur la ligne de front depuis environ 4 mois, donc il n'y a rien de nouveau pour moi. Nous entraînons les nouveaux fantassins au ciblage et au largage pour les assauts à venir. Je ne suis pas un expert en technologie, mais si un drone peut larguer des grenades sur les Russes, alors je pilote ce drone. C'est ça le boulot. Cette jeune femme a servi dans l'armée tchèque. Mais quand son président ne l'a pas autorisée à être officiellement déployée en Ukraine, puisqu'elle était encore dans les réserves, elle est venue quand même. Et maintenant, elle pilote de lourds drones d'attaque. Honnêtement, mon travail est plutôt sûr maintenant. Parfois, c'est un peu ennuyeux, car j'avais l'habitude de partir en mission d'évacuation médicale. Mais d'un autre côté, je suis vraiment contente d'avoir ce travail. Je ne veux pas que mes parents me voient à l'hôpital. Ou pire, elle a commencé en Ukraine comme secouriste. Maintenant, elle pilote des drones de nuit et largue des cadeaux sur les Russes. Aurait-elle pu acquérir ce genre d'expérience en s'entraînant simplement sur des champs de tir tchèques? Je ne crois pas. Nous détruisons des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des pick-up russes, environ 12 gars entassés dans un seul camion. Je ne sais même pas comment ils font pour tenir là-dedans. On frappe leur infanterie, leurs véhicules blindés, leurs bunkers, tout ce que vous voulez. Elle est maintenant formée pour détruire des véhicules en utilisant des ogives cumulatives, larguées par des drones la nuit à longue distance. Nous avons des roquettes RPG et des obus HEAT, c'est notre armement de prédilection. Tous sont cumulatifs, vraiment efficaces. Et quand elle doit viser des troupes ennemies ou faire sauter des bunkers. Si ce sont des fantassins russes, les obus à fragmentation sont meilleurs. Ils se dispersent bien à travers les lignes d'arbres. Mais si c'est un véhicule ou une structure quelconque, je choisis un obus HEAT. Une autre responsabilité cruciale des opérateurs de drones est de soutenir leurs camarades. Parfois, ils sont postés dans des zones où il est impossible de livrer ne serait-ce que des armes ou de la nourriture. Dans ces moments-là, la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est la technologie. Nous faisons aussi des largages humanitaires. Si les gars sur la position ont besoin de quelque chose, nous le leur larguons. De nombreux volontaires étrangers contribuent, tant sur les lignes de front qu'en arrière. Leurs connaissances et compétences constituent l'une des meilleures armes dont dispose l'Ukraine. À Kiev, nous formons constamment des civils. Nous les préparons au pire scénario. Comment survivre, comment tirer, comment prodiguer les soins médicaux. Mais toute théorie reste inutile tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Ce soldat s'est entraîné avec l'armée albanaise, mais a vécu son premier tir ennemi en Ukraine. J'ai été pris sous le feu à l'aéroport de Hostomel. Nous avons été les premiers à être touchés par les Russes ce jour-là. J'ai frôlé la mort de quelques centimètres 5 ou 6 fois. J'ai vu des balles passer à 30 mm de nous. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là. J'aurais pu en faire partie. Cette guerre a prouvé qu'un soldat bien entraîné vaut 10 soldats inexpérimentés. Mais pour mener à bien des missions, il faut plus qu'une solide expérience. Il faut aussi suffisamment d'équipements et de munitions. Malheureusement, malgré tous les efforts pour produire du matériel localement, l'Ukraine ne peut toujours pas rivaliser avec l'ampleur de la production russe. Ainsi, au lieu de véhicules blindés, ils doivent souvent se contenter de ce qu'ils trouvent. Ce qui est, ça a été assez difficile parfois. Principalement à cause du fait que nous devons utiliser des véhicules civils, ce qui est un peu un point de frustration pour moi. Devoir utiliser des véhicules civils. Il y a un autre problème, l'approvisionnement en munitions. Les capacités de production de l'OTAN et de l'Ukraine ne dépassent toujours pas celles de la Russie. C'est pourquoi les responsables ukrainiens doivent rassembler des munitions venant du monde entier. Et parfois, la qualité laisse beaucoup à désirer. Pareil pour l'état des munitions, et devoir utiliser des stocks ex-soviétiques des années 1970. Si l'OTAN pouvait trouver un moyen d'accélérer la livraison des munitions, nous pourrions les recevoir plus rapidement sur le terrain et sauver de nombreuses vies. En raison des problèmes d'approvisionnement, le groupe de César doit souvent rester sous un feu ennemi intense sans pouvoir riposter. En raison du manque de munitions auquel nous faisons face, nous aimerions pouvoir tirer quand nous le voulons.
Je sais que nous devons soutenir d'autres compagnies ou d'autres bataillons. Mais pour chaque 100 obus que les Russes nous lancent, nous pouvons peut-être en renvoyer 10. Pour comparaison, voici le type de puissance de feu que son équipe utilisait lors de conflits passés, lorsque des volontaires britanniques pouvaient vraiment pilonner les positions ennemies. À l'époque où j'étais dans le régiment de parachutistes, vous receviez une mission de tir et vous aviez 4 tubes de mortier tirant tous en même temps, consommant peut-être 40 à 50 obus par tube en un seul tir. Dans cette guerre, des personnes prêtes à se battre non seulement pour la liberté de l'Ukraine, mais aussi pour tous les pays victimes d'une agression non provoquée, meurent simplement par manque de munitions. Car être un guerrier, c'est protéger les plus vulnérables. Et en ce moment, nous tirons moins de 10 obus par tir, ce qui, c'est vraiment honteux, parce qu'il y a des gars là-bas que nous couvrons, et nous ne pouvons tout simplement pas leur fournir la protection adéquate dont ils ont besoin. Et c'est déchirant. Nous espérons que cela changera bientôt. Si l'Ukraine et ses alliés parviennent à augmenter la production de munitions et d'équipements, il reste encore une réelle chance d'arrêter la Russie et de l'empêcher de tourner ses regards vers l'OTAN. Pour l'instant, la guerre en Ukraine est une rare opportunité pour les volontaires étrangers d'acquérir une véritable expérience de combat, et non des exercices simulés sur des terrains d'entraînement sécurisés. Alors, quelles sont les compétences les plus précieuses que les volontaires occidentaux peuvent acquérir en Ukraine? Piloter des drones? Prendre d'assaut des lignes de tranchées? Le combat urbain? Partagez vos avis dans les commentaires.